On n'en parle pas trop en ce moment dans la planète foot, et je sais pas si vous savez, mais dans quelques jours va bientôt commencer un petit événement, l'Euro 2020. L'Euro, c'est une compétition que pourrait gagner très facilement l'équipe de France, pour des raisons évidentes d'armada offensive de ouf, entre autres bien entendu, mais qu'elle pourrait également perdre contre à peu près n'importe qui. Et ouais, parce que l'histoire nous rappelle souvent que l'Euro est une compétition très cruelle, et qu'on a beau la jouer à 11 contre 11, à la fin, c'est pas toujours le meilleur qui la gagne. Aujourd'hui, on va donc, en évoquant le cas de 3 vainqueurs différents, répondre à cette question que tout le monde se pose: comment gagner l'Euro avec une équipe de merde? Vous ne vous attendiez sûrement pas à ce que je parle de la Tchécoslovaquie dans cette vidéo, et c'est bien normal. Assez étrangement, c'est le grand oublié lorsqu'on parle des surprises de l'Euro. Pourtant, le vainqueur de l'édition 1976 n'avait pas usurpé sa place parmi les 4 nations participantes aux phases finales, mais il n'avait pourtant rien d'un grand. Déjà, parce qu'elle n'avait jamais rien gagné. On peut noter 2 finales de Coupe du Monde, perdues en 1934 et 1962, pas honteux, mais ça n'offre aucune garantie au moment d'aborder le tournoi. Ensuite, parce qu'elle avait fini première de la phase de poule devant l'Angleterre, et avait remporté haut la main son barrage, sorte de quart de finale, face à l'URSS. Ce qui n'était clairement pas rien à l'époque de la guerre froide, d'autant plus qu'il y avait des tensions internes entre les Tchèques et les Slovaques. Mais aussi parce qu'elle a brillamment réussi son tournoi. Elle hérite d'un superbe Pays-Bas en demi, superbe puisqu'il comptait dans ses rangs rien de moins que Cruyff, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, puis en finale l'Allemagne de l'Ouest, vainqueur de la Coupe du Monde 2 ans plus tôt, pour qui jouait notamment un certain Beckenbauer. Et pour finir, tout ça avec un effectif loin d'être mémorable. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, le seul dont je me rappelais, c'est évidemment Panenka. Il a réussi quelque chose de rare, qu'on se rappelle plus d'un geste de foot, d'un geste technique, à qui on associe un joueur, et qu'on a oublié tout le reste du tournoi. C'était peut-être le cas des Arconada en 1984 ou Zidane en 2006, mais à chaque fois, c'était des gestes plutôt négatifs, contrairement au coup de génie de Panenka en finale. Ce qu'on peut retenir, c'est que pour gagner ce tournoi, il ne faut pas trop être connu de ses adversaires, et qu'un joueur décide d'un coup de génie, du geste parfait, au bon moment. Pour ce qu'il s'agit du Danemark, vainqueur à la surprise générale de l'Euro 1992, la recette est simple. Ce qu'il faut avoir, c'est... La chatte qu'il a, la chatte. Les Danois arrivent surtout décomplexés et totalement relâchés à ce tournoi. Ils s'estiment en effet totalement miraculés d'être en Suède, puisqu'ils ne devaient pas y être. Effectivement, ils avaient fini 2e derrière les Yougoslaves, mais 10 jours avant le début du tournoi, l'UEFA retire ces derniers pour qualifier les Danois à leur place. En effet, contrairement en Tchécoslovaquie dont on vient de parler, la séparation entre deux peuples ne se fait pas dans la paix après l'effondrement de l'URSS. Autre ingrédient qu'ont utilisé les Danois, se séparer au dernier moment de leur meilleur joueur, le Barcelonais Michael Laudrup, en conflit avec leur sélectionneur. Ça a vraiment l'air d'une idée de merde, et sur le papier, c'en est une, sauf que le papier, les Danois, je vous laisse imaginer ce qu'ils font avec. Le Danemark a aussi eu la bonne idée de tomber dans le groupe des Suédois organisateurs du tournoi, ce qui a pu indirectement les aider à finir 2e de leur groupe devant l'Angleterre, et aussi la France. D'ailleurs, pas merci à eux, puisque ça coûtait quand même la tête de notre sélectionneur Michel Platini, rien que ça, mais bon, finir devant les Anglais, c'est toujours ça de prix. Et enfin, leur touche finale, leur ingrédient secret, c'est d'avoir des homonymes qui se transcendent. Tout d'abord Brian Laudrup, oui, le frère d'eux, qui fait la loi au milieu de terrain, et leur gardien Peter Schmeichel, père de Casper, non pas lui, l'actuel gardien de Leicester. Ce qu'on peut retenir, c'est que pour gagner, il faut avoir les joueurs de poste clé, gardiens et milieu notamment, qui font la compétition de leur vie. La Grèce, c'est très certainement le vainqueur improbable qui vous parle le plus, et je vois pas du tout pourquoi. Pas du tout. Non, non, non. S'il fallait résumer le tournoi des Grecs, j'utiliserais un seul mot. Discipline. Les Grecs n'ont pas une bonne équipe, mais ils ont une bonne tactique. Élaborée par leur sélectionneur, l'Apollon Otto Rehhagel, elle fait la part belle à la rigueur défensive et à l'ultra-efficacité offensive. Ça veut juste dire on met le bus à 11 derrière, et on marque en étant ultra efficace depuis un centre venant de la droite ou un corner, de la tête surtout, que de la tête. Voilà. Ça s'arrête là. L'Odyssée des Grecs, elle a surpris tout le monde et pourtant, elle n'aurait pas dû. Quand la France et son équipe XXL la prenaient de haut, la Grèce avait quand même battu et fini devant l'Espagne en phase qualificative et avait battu d'entrée le Portugal en match d'ouverture chez eux. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ils feront 2 fois le même match avec la même formule contre la même équipe.
pour le premier et le dernier, avec les résultats que l'on connaît. Et voilà, cette courte vidéo historique est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a donné envie de rentrer dans l'euro. J'espère que votre euro va bien se passer, que votre équipe va bien jouer et que les résultats seront à la hauteur de vos attentes. Et évidemment, n'oubliez pas de commenter, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao les blaireaux.